Bonjour et bienvenue sur EcoAstro TV. Cette nouvelle web TV aura pour thème l'écologie et l'astronomie. Pour les reportages sur l'écologie, nous irons à la rencontre des personnes ou associations qui œuvrent pour la protection de la faune, de la flore, ainsi que tout autre sujet qui a un lien direct avec l'écologie. Pour l'astronomie, vous pourrez découvrir des reportages et des conférences qui se dérouleront en général à Malvilliers dans le Val-de-Ruz. Et justement, en parlant de Malvilliers, c'est précisément à cet endroit que nous allons nous rendre aujourd'hui. En effet, Malvilliers se trouve au Val-de-Ruz, à mi-chemin entre Neufchâtel et La Chaux-de-Fonds. Et pour cette première, nous avons la chance de pouvoir visiter l'observatoire de la Société neuchâteloise d'astronomie qui se trouve à côté du restaurant de la Croisée. Et pour nous accompagner dans ce voyage intergalactique, nous avons posé nos nombreuses questions à M. Marc-Olivier Schatz, astronome amateur et président de la Société. Bon, qu'est-ce que tu en dis, Alexiane? Je crois que nous sommes prêtes pour le départ, non? Bien sûr, nous sommes prêtes. Alors accrochez vos ceintures, la navette EcoAstro TV est prête pour ce premier décollage. Vous êtes le président de la SNA. Quel est votre travail? Alors bonsoir déjà tout d'abord. Alors mon travail en fait consiste à organiser le programme de l'année pour les membres. Ensuite c'est à donner des renseignements aux gens qui voudraient s'inscrire. C'est organiser les assemblées générales. Et puis c'est organiser les comités qu'on fait 4 fois par année avec les 5 membres du comité. Donc il y a un trésorier, un secrétaire, et puis le président, un vice-président, et puis encore une personne qui s'occupe des tournus pour le public. Donc c'est un peu de gérer tout ça. Quel âge a la société? Alors la SNA, elle a 32 ans. Elle date de 1979. C'était 5-6 personnes férues d'astronomie qui l'ont fondée à cette époque. Combien de membres compte la société? Alors 129. Des enfants, il y a des adultes, il y a des étudiants, puis des personnes plus âgées. Quelles sont les différentes activités que vous proposez aux membres et au public? Alors on propose des ouvertures au public 3 fois par mois, donc le vendredi soir, si le temps est beau, donc les gens peuvent venir voir le ciel au télescope. Et puis sinon, 1 fois par mois, il y a des activités pour les membres, donc c'est des ateliers, c'est apprendre à utiliser un télescope, c'est à regarder une carte, à lire une carte. Puis on fait des conférences aussi qu'on ouvre au public. Voilà. Est-il possible au public de venir voir le ciel ici avec le télescope de la coupole? Oui, justement, les 3 vendredis par mois, en principe. Vous êtes un astronome amateur. Faut-il des capacités particulières? Non, pas du tout, c'est juste la passion. Donc si on est intéressé par les mystères du ciel, on est astronome amateur. Après, on vient dans une société pour apprendre et puis à rencontrer des gens qui aiment bien la même chose. Puis après, on échange les idées, les conseils, etc. Quel est le matériel qui se trouve dans l'observatoire? Alors, le matériel le plus important, c'est le télescope pour observer le ciel. Ensuite, il y a un petit télescope pour le soleil, avec un filtre spécial, parce que le soleil, c'est très dangereux à observer à l'œil nu. Et puis ensuite, on a un ordinateur pour piloter le télescope, et puis différents petits instruments pour faire des mesures, des observations. Pour le Céleston, quel est son fonctionnement par rapport à la lunette? Le Célestron, donc c'est un télescope de type casse-grain. Donc il y a des miroirs dedans, tandis qu'une lunette, la lumière vient en direct, tandis que dans le télescope, la lumière fait plusieurs voyages dans le tube pour permettre l'agrandissement optimal en fait. Voilà. Est-ce qu'il est possible de voir à travers les nuages? Eh ben non, pas du tout, c'est un gros filtre, donc on voit rien du tout. Donc il faut venir vraiment quand le ciel est dégagé. Pourquoi quand on regarde dans un télescope, nous n'avons pas les mêmes images que sur les photos? Parce que quand on regarde à l'œil nu, en fait notre œil c'est vraiment un très mauvais instrument pour regarder la nuit. On voit en noir et blanc. Donc
Donc en fait le télescope, quand on regarde des belles images qui sont issues de télescopes professionnels, en fait c'est dû à des photos qui ont été faites avec un long temps de pause, qui permettent d'enregistrer l'information très longtemps, puis c'est là qu'on voit tous les détails, tandis que notre œil ne permet pas de faire ça, malheureusement. C'est quoi l'astronomie? Alors l'astronomie, c'est l'étude du ciel, donc de tous ces mécanismes, comment les objets tournent, enfin les planètes, etc. Donc c'est ça. L'espace, de quoi est-il composé? Alors d'une multitude de choses, il est composé donc d'étoiles, principalement, il y a des planètes autour de ces étoiles. Les étoiles, elles sont contenues dans des galaxies. Il y a des amas après de galaxies. Et ensuite, il y a aussi des étoiles qui sont mortes, donc c'est des nébuleuses. Il y a des endroits où les étoiles naissent, bien sûr, donc c'est aussi des nébuleuses qu'on appelle... Alors il y a les nébuleuses planétaires, c'est où les étoiles sont mortes, et puis les nébuleuses, on va dire standards, c'est où naissent les étoiles. Après, il y a toutes sortes d'objets comme des trous noirs, j'ai dit les galaxies, des amas globulaires, des amas ouverts. Donc c'est très très fourni, c'est un peu comme la nature, avec les animaux. C'est quoi une nébuleuse et pourquoi sont-elles de différentes couleurs? Alors une nébuleuse, il y a deux types de nébuleuses. Il y a les nébuleuses planétaires, comme je disais, donc c'est quand les étoiles meurent, en explosant, elles diffusent toute leur matière, et puis c'est ce qui donne cet aspect nébuleux. Puis il y a les nébuleuses où en fait c'est le lieu où naissent des étoiles. Elles n'ont pas une spécification spéciale. Et donc c'est des amas de gaz surtout. Et puis les différences de couleurs, ça dépend de quoi est constitué ce gaz, si c'est de l'hydrogène, de l'hélium, etc. C'est ça qui donne la couleur. Pourquoi les satellites que l'homme met en orbite ne retombent pas? Alors, je suis pas sûr tout à fait de la réponse, mais il faudra vérifier peut-être. Les satellites, en fait, quand ils sont mis en orbite, ils ont toujours des petits moteurs qui permettent de temps en temps les réajuster, parce qu'au fil du temps, ils tomberont. Parce qu'ils ont l'attraction de la Terre qui fait que... Donc là, par exemple, la station spatiale, de temps à autre, ils envoient... ils viennent de le faire il y a une semaine avec Kepler, le cargo, qui va rehausser la station spatiale de quelques kilomètres. Parce qu'au fil du temps, l'attraction de la Terre ferait tomber l'objet sur sa surface. Voilà. Combien y a-t-il d'étoiles dans notre Voie lactée? On n'arrive pas à les compter, mais on estime comme ça à environ 150 milliards d'étoiles. Mais c'est juste des abstractions comme ça. On arrive à calculer à peu près une zone, puis après on multiplie par l'ensemble de la galaxie. Et maintenant, quelques questions concernant le Soleil. Comment se forment les taches solaires? Alors les taches solaires, elles ont des cycles de tous les 11 ans. Le Soleil il se calme, il se repose, donc il n'y a plus de taches. En fait, ces taches, elles sont issues de l'intérieur du Soleil où il y a des grosses réactions nucléaires. Puis les champs magnétiques qui sont produits à cause de ces gros événements nucléaires, en fait, remontent à la surface et donnent des flux, des champs magnétiques qui donnent ces zones un peu différentes, de couleurs différentes sur la surface du Soleil. Voilà. Pourquoi le Soleil brille-t-il? Alors il brille parce que en fait il émet les réactions nucléaires émettent de l'énergie, puis cette énergie c'est la lumière en fait. C'est ça. Quelle est sa température? C'est super chaud. À l'intérieur, on estime à environ 15 millions de degrés. Et puis à la surface, c'est moins chaud. C'est environ 5000 degrés. Puis après l'atmosphère, il y a une sorte d'atmosphère, on peut dire, autour du Soleil. Là, la température réaugmente. Puis là, c'est environ 1 à 2 millions de degrés. Puis on pense que, là, on ne sait pas encore exactement, mais on pense que c'est dû au champ magnétique, puis à l'effet de la vitesse de la matière qui remonte depuis l'intérieur, puis qui échauffe, en fait. C'est comme s'il y avait une sorte d'effet de serre sur le Soleil, quoi. C'est un peu bizarre. Mais c'est pas encore très clair. Comment se forme une protubérance? Alors la protubérance, c'est en fait la même chose qu'une tache solaire. La tache solaire, c'est ce qu'on voit à la surface.
Mais si on voit cette tache solaire sur le pourtour du Soleil, ben en fait c'est une protubérance. C'est dû à un champ magnétique qui remonte de la matière depuis l'intérieur. Puis en remontant, ben, ça donne ce flux de particules qui donne une protubérance. Alors pour observer le Soleil, il y a une chose vraiment importante, c'est de jamais le regarder sans protection pour les yeux, parce que nos yeux sont abîmés instantanément. Donc il faut des filtres spéciaux qu'on peut acheter dans les magasins d'astronomie, ou peut-être chez les opticiens aussi, il faut vérifier. Puis donc après, quand on a mis ces protections, on peut regarder le Soleil, mais sinon il ne faut jamais le regarder comme ça. Le Soleil est fait avec quelle matière? Alors le Soleil, c'est une sorte de grosse boule de gaz en mouvement, en fusion. Et donc c'est principalement de l'hydrogène qui se transforme en hélium. Puis après il y a d'autres matériaux, mais en fait principalement c'est ça. Qui a observé et construit le premier télescope? Alors le premier télescope il date de Galilée, de l'époque de Galilée. Donc c'est Galilée qui avait créé une petite lunette. Donc c'est en 1619 je crois. Il y a 400 ans environ. 1609. Qu'est-ce qu'un trou noir? Où se trouvent-ils et sont-ils dangereux si nous nous approchons trop? Alors les trous noirs, en principe, il y en a un au centre de notre galaxie, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à observer. On peut juste voir ce qui se passe autour. Donc quand une étoile est trop proche, pouf, elle se fait aspirer. Mais donc c'est pas tellement dangereux parce que c'est localisé très très loin de chez nous, par exemple. Pour nous, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que autour de ces trous noirs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors pour l'instant, on appelle ça un trou noir parce que la lumière ne ressort pas. Mais c'est sûr que les étoiles qui sont très proches, c'est possible qu'elles se fassent prendre dans ce trou noir. Je crois que c'est tout. Hein. Quelle est la différence entre un amas globulaire et un amas ouvert? Alors un amas globulaire, on pourrait le schématiser comme un EMS d'étoiles. Donc c'est des vieilles étoiles qui sont très regroupées entre elles, très proches d'elles. Et puis les amas ouverts, c'est des étoiles très éparses comme ça. Puis c'est plutôt des jeunes étoiles qui viennent d'être formées, qui ont été formées il y a quelques millions d'années. Comment s'est formé notre système solaire? Alors le système solaire, il est né il y a environ 4,5 milliards d'années, donc il est né en même temps que le Soleil. Donc après les planètes, elles sont nées quasiment simultanément. Donc le Soleil, c'était du gaz qui s'est condensé. Puis ensuite, quand les réactions nucléaires ont commencé à démarrer, il y a eu de la lumière. Et donc cette lumière, ça a fait un vent solaire qui a nettoyé la zone. Et puis toute la poussière qu'il y avait autour, elle a fait des grumeaux. Puis ces grumeaux, c'est les planètes qui sont nées. Voilà. Sait-on maintenant si nous sommes seuls dans l'univers? Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre vie ailleurs. Mais vu qu'il y a des milliards d'étoiles, puis autour de ces étoiles, il y a des milliards de planètes, probablement qu'il doit y avoir quelque chose à quelque part. Quelles sont les différentes manières d'observer le ciel? Alors on peut observer le ciel d'abord à l'œil nu pour apprendre à connaître les constellations. Puis ensuite, on utilise des télescopes pour pouvoir aller zoomer sur les zones, les objets qu'on veut observer. Donc il y a en fait deux manières, voire peut-être plusieurs autres, mais disons c'est les deux principales. Merci beaucoup Marc-Olivier d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, le ciel n'a presque plus de secrets pour nous.